Bonjour, je suis Guillaume, bienvenue dans les champs et pas dans la chambre noire de Goupil pour une nouvelle vidéo. J'ai le Panasonic S5 Mark IIX, je vais faire des longs tests dessus, mais là je peux déjà un peu vous parler de l'expérience générale du boîtier qui est vraiment pas mal du tout, hein. C'est un bon boîtier avec du vent, donc j'espère que vous l'entendrez pas trop dans le micro cravate. Mais oui, de manière générale, le boîtier se comporte vraiment très bien et pour son prix, au final, ouais, c'est le meilleur boîtier qu'on puisse trouver. Là, pour voir si l'autofocus de phase ne marche pas en 1080p, je l'ai mis en 1080p 120 images par seconde, pas en All Intra parce que j'ai laissé ma V90 sur mon bureau et donc c'est une V60 que j'ai ici. C'est pour tester la durée d'enregistrement. Et comme j'ai que une carte 256, je ne l'ai pas ici. Voilà. Donc, des choses à signaler, par exemple en sortie de boîte, faites attention, vous n'aurez pas le bon grossissement de viseur, la dioptrie est réglée au minimum. Je ne sais pas pourquoi, Fuji fait la même chose. Et donc j'avais remarqué ça sur, par exemple, le test de Brice de Une Bolée d'air. C'est que pour lui, le viseur était plus petit qu'un R6 Mark II. Pour vous dire, un R6 Mark II, c'est un des plus petits grossissements des appareils photo professionnels et semi-professionnels, puisque le R3 est la même chose. C'est 0,74, mais c'est à dioptrie 0. Sauf que le Lumix S5 Mark II arrive avec une dioptrie négative de 12. En gros, vous avez 24 crans sur votre dioptrie qui ne sont pas marqués. En fait, le centre n'est pas marqué sur le boîtier. Et il faut compter 12 et vous arriverez à votre dioptrie nominale. Et donc à vous après de régler ça à votre vue. Et donc vous obtiendrez comme ça le grossissement de 0,78. En termes de menu, j'ai pas constaté que ce soit vraiment mieux que Canon ou Sony. C'est une habitude à avoir et suivant ce que vous aimez avoir dans les menus, voilà, vous préférez certains menus que d'autres. Moi j'en ai marre des gens qui disent juste arbitrairement que Sony a les moins bons menus parce qu'ils ont entendu ça partout. C'est pas vrai. Il y a beaucoup d'options et il y a aussi beaucoup d'options dans ce Panasonic S5 Mark II. Je trouve que de manière générale, c'est mieux rangé que certaines choses chez Canon, sauf que c'est un peu déconcertant. Il y a des choses qui sont vraiment cool. Par exemple, vous n'avez pas de switch photo-vidéo, ce qui est un petit peu dommage. Donc vous êtes obligé, si vous ne voulez pas avoir à chaque fois à changer votre style, par exemple du Vlog vers le style standard lorsque vous passez de photo à vidéo, parce que oui, il ne fait pas la transition entre les deux. Panasonic fait un firmware sur ça où on peut avoir l'option d'avoir Vlog en vidéo et pas en photo. Parce que du coup, ça oblige à faire des modes custom, soit en photo, soit en vidéo, pour que ça marche correctement. Et c'est un petit peu dommage de ce côté-là. Du coup, je me suis fait un C3.1, sachant qu'on a 3 C3, donc au final 5 modes custom. Et lorsque vous êtes en C3, il y a un nouvel onglet qui s'affiche pour pouvoir faire la transition entre tous les modes C3. Ce qui est plutôt pas mal, mais de manière générale, je trouve pas que les menus soient beaucoup plus clairs que d'autres fabricants. Le seul intérêt et la seule bonne idée que je trouve dans les menus, c'est qu'il y a des icônes à l'intérieur des menus. Par exemple, vous avez le menu vidéo qui est signalé par une caméra, et à l'intérieur, vous allez avoir plusieurs onglets différents, comme un onglet d'un cadre percé sur les côtés, comme un cadre de pellicule argentique. Et donc ça vous permet de savoir que vous allez avoir vos réglages d'enregistrement par exemple. Et donc ça marche plutôt bien de ce côté-là. Mais il y a quand même des icônes qui sont un peu cheloues. Et il y a des choses qui ne sont pas évidentes. Après il y a toujours mon menu qu'on peut créer. Mais voilà, c'est pas mieux ou moins bien que d'autres menus. C'est du Panasonic au final. Et moi je vous engage à vraiment juste trouver ce qui vous plaît. De toute façon si vous aimez une marque, vous serez obligé de vous confronter à leur menu. Donc c'est pas vraiment une question de ce côté-là. J'ai pas vraiment encore fait beaucoup de tests d'autofocus, donc si s'il y a des problèmes ici, c'est parce qu'il n'y a aucun réglage personnalisé d'autofocus. D'ailleurs l'onglet est marqué sur non, donc l'autofocus fait un peu ce qu'il veut. Il y a quand même la détection des humains. Voilà. Donc là il détecte pas mon œil, mais il détecte mon visage, donc normalement ça devrait être bien. Bien qu'il se laisse un petit peu, comment dire ça, perturbé par les hautes lumières, enfin des choses dans le genre, et les autres gens quand ils vous détectent plus bien évidemment, mais de manière générale j'étais plutôt étonné. Par exemple, l'autofocus en détection est vraiment très bon.
vraiment très très bon. Il ne va pas essayer d'aller chercher quelque chose, il prend ce qu'il a devant lui un peu comme Sony et voilà, il ne va pas essayer de chercher autre chose. Et de ce point de vue-là, je trouve que c'est meilleur que Canon. Oui, je l'ai dit, c'est meilleur que Canon. Même le suivi qui est dit, comme pour certains, que pas vraiment génial, est pour moi meilleur que ce que fait Canon. Je trouve que chez Canon, c'est un peu trop brouillon. Et en vidéo, le S5 Mark II, comme vous pouvez le voir ici, je suis à f8, non là ça va, mais d'habitude, comme je suis pas en 120 images par seconde, parce que c'est pour tester le 120 images par seconde que je fais ça, je suis à au 180 degrés en 6K, donc à 1/50 de seconde. Je suis souvent à f22 lorsqu'il fait ce temps-là, et l'autofocus se fait sur l'appareil photo, ce qui ne serait pas possible sur un Canon. Je rappelle que sur mon R3, je suis obligé de mettre un filtre ND pour avoir de temps en temps l'autofocus. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment de problème avec celui-là. Il est un petit peu frustrant des fois parce qu'il va se décaler, pas forcément revenir tout de suite, mais ça, c'est quand la détection est activée. Pour le reste, de ce que je sais, ça marche vraiment bien, et donc je ferai plus de tests là-dessus, mais voilà, enfin un autofocus correct sur un Panasonic, et ça fait vraiment plaisir vu la machine qu'on a derrière. Donc je vais quand même pas vous parler de tout, je vais essayer de faire un petit peu un melting pot, et je vous en parlerai vraiment de ça plus précisément dans le test, parce que sinon je vais tout vous dire, ce sera plus intéressant de regarder le test. L'ergonomie générale est pas mal, mais pour moi il me manque peut-être un ou deux boutons. C'est bien d'avoir le bouton balance des blancs et compensation d'exposition. Le bouton ISO, comme on a 3 molettes, je trouve que il sert pas à grand chose, mais si vous êtes filmmaker, on va dire ça comme ça, et que vous aimez avoir un bouton et pas une molette, vous aimerez ça. Et moi je trouve pas ça forcément super intéressant, et celui-là se reprogramme pas comme les autres, donc voilà, c'est un petit peu étrange pour moi. Sinon tout se passe plutôt bien. Le viseur est pas mal, il y a juste le caoutchouc qui fait un peu mal. Le dégagement du viseur est pas mal. Le dégagement oculaire, c'est le même que chez Sony, parce que ça a l'air d'être pratiquement le même viseur, mais l'affichage est meilleur, donc le programme a moins de compromis pour essayer de favoriser d'autres choses, ce que fait beaucoup mieux Sony par exemple, en termes de ce qu'il peut enregistrer, mais je vous en parlerai dans le test. Mais du coup, mettre son œil dans le viseur, c'est assez simple, les grands nez sont satisfaits, un petit peu comme le mien, et donc c'est pas mal. Il y a juste le caoutchouc qui est un peu ridicule. Après, ce que je pourrais dire de plus sur le boîtier, c'est que en photo, je le trouve pas mal, mais je ne l'ai pas encore trop testé. J'ai que 1017 mm f4 dessus. Donc je le testerai aussi avec le 85 mm 1.8 et le 20-60 qui va arriver, parce que j'avais commandé les deux S5 2X pour être sûr d'en avoir un assez rapidement. Et donc c'est le nu qui est arrivé en premier. Donc j'ai bien évidemment pas pris l'autre. Et du coup, je peux pas vous dire vraiment ce que ça donne. Il faudra que je teste un peu plus, mais de ce que je vois, c'est vraiment plutôt pas mal. Mais vraiment, ce qui va faire la différence, c'est vraiment en plus les options vidéo que vous aurez, le 6K, le fait de pouvoir mettre les marqueurs de cadre. Ça, c'est vraiment bien, hein. Ça vous permet de filmer ce que vous voulez sans aucun problème, et d'avoir autant le cadre que vous voulez en horizontal, mais par exemple si vous voulez du vertical, de le faire correctement aussi en sachant vos limites, ce qui est vraiment pas mal, et de pouvoir aussi faire du 2.35 ou n'importe quoi, et c'est vraiment pas mal. Aussi le disque anamorphique, c'est quelque chose de plutôt cool, même si je m'en servirai pas forcément. Il y a aussi l'option de Real Time LUT et de LUT personnalisé que vous pouvez mettre en affichage. Là par exemple, j'ai mon LUT que j'ai fabriqué pour cet appareil photo qui est en affichage là, donc je vois directement ce que ça donne, donc je peux surexposer et avoir mon exposition correcte, puisque j'ai déjà corrigé ça dans Premiere, et je me suis déjà fait un fichier cube qui est dans l'appareil photo, donc là c'est vraiment pas mal. Et pour ce qui est du Real Time LUT, vous pouvez vous dire à quoi ça sert, puisque ça va directement passer votre log avec la conversion LUT, donc vous ne pourrez plus faire grand chose ou faire moins de réglages dessus. Et bien tout simplement, lorsque vous faites du multicam, moi par exemple, si je teste un appareil photo, je pourrais reprendre cet appareil photo là, ce que j'avais arrêté de faire, et avec mon ATEM mini switcher mon écran d'ordi à l'appareil photo,
tout en ayant les réglages que j'ai d'habitude dans la chambre, à savoir f5.6, 1,50, enfin là 1,48e de seconde et 4000 ISO. Et ce sera vraiment très très bien. J'aurai pas à réexposer correctement un profil comme par exemple le Cinetone que je faisais chez Sony, que j'aimais pas du tout. Donc voilà. Plein de choses vraiment intéressantes sur le Lumix S5 Mark IIX et bien évidemment l'enregistrement sur SSD, mais je vous en dirai plus un petit peu plus tard. Sachez juste que moi j'ai réussi à faire mon petit trick, à savoir que j'ai pris un disque, enfin non, un SSD 2.5 SATA dans un boîtier de conversion et ça marche parfaitement sur le S5 IIX. C'est la vitesse la plus basse d'écriture. Il faudra que je fasse des tests dessus, voir si le boîtier a besoin d'un petit peu plus que ça, parce que là je viens de tester, normalement le 400 mégabits par seconde est censé marcher dessus, mais là on 120 images 1080p, il n'a pas réussi à le faire sur la V60. Donc si mes calculs sont bons, ça devrait marcher, mais voilà, je vous ferai ces tests. Et puis voilà, il y a plein de choses encore à dire sur la 5 Mark IIX, mais de ce que je vois déjà, c'est un très bon appareil photo. Et donc j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Je veux dire salut et à bientôt dans la chambre noire de Goupil.